احنا كشعب فلسطيني لا يمكن أن نسلم لهذا العدو بما يقوم به تجاه مسجدنا الأقصى وتجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ירושלים היא בירתה של מדינת ישראל ולא נוכל לסבול את טרור שמתקיים בה. הקהילה הבינלאומית צריכה להפסיק את הצביעות שלה ולפעול נגד המסיתים, אלה שמנסים לשנות את הסטטוס קוו. קל מאוד להצית אש דתית, הרבה יותר קשה לכבותה. המסרים האלה עברו בצורה חדה ביותר, גם לאבו מאזן ולכל הגורמים. Lundi 3 novembre 2014, bonjour à tous et bienvenue dans votre morning. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité chargée à décrypter ce matin en compagnie de nos invités. Au sommaire de cette édition, calme précaire à Jérusalem, le gouvernement a renforcé sa législation contre les lanceurs de pierres et de feux d'artifice hier. Sur le terrain, la situation reste extrêmement tendue, nous en reparlons dans quelques instants. Et puis la bande de Gaza, vous le verrez, est de plus en plus isolée. Après le poste frontière de Rafah fermé par les Égyptiens, ce sont désormais ceux de Kerem Shalom et de Erez côté israélien qui ont été bloqués suite à un tir de roquettes vendredi dernier. Et puis vous le verrez en fin d'émission, sortie de la bande-annonce du tant attendu Fast and Furious 7. Elle rend hommage à Paul Walker, décédé d'un accident de la route. Vous le verrez, ses frères ont eux aussi participé à l'aventure en doublant des scènes que Paul Walker n'avait pas eu le temps de tourner. Bonjour et merci de nous retrouver sur i24 News. On accueille ce matin Simcha Epstein. Bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Arad Sofim de Jérusalem. Également Emmanuel Navom, professeur de relations internationales. Bonjour. Bonjour. À l'université de Tel Aviv. Et Maurice Ifergan. Bonjour Maurice, rédacteur en chef i24 News. On va commencer avec vous Maurice. On fait le tour de la presse israélienne, à commencer ce matin par le quotidien Yediot Aharonot. Effectivement, Yediot Aharonot titre sur une histoire assez incroyable. Il s'agit d'un jeune israélien, Menachem Jabotovski, je n'accroche pas son nom, qui porte plainte contre le gouvernement américain, contre les États-Unis. Alors aujourd'hui, 9 juges de la Cour suprême, la plus haute instance juridique aux États-Unis, vont statuer sur son sort. Alors qu'est-ce qu'il réclame, ce jeune Menachem ? Eh bien, il réclame tout simplement, du moins ses parents réclament, qu'on inscrive sur son passeport, puisqu'il est né à Jérusalem, Israël. Jérusalem, Israël. Vous savez que les autorités américaines refusent jusqu'à présent de considérer la souveraineté israélienne sur Jérusalem Est comme la plupart et des Ouest, pays d'ailleurs. oui, en dépit d'une loi qui a été votée au Congrès qui permettait ceci, mais tous les présidents américains, à commencer par George Bush Jr., avaient émis des réserves en disant que finalement le statut de Jérusalem devait être statué au cours de pourparlers directs entre les deux parties. Donc la loi est repoussée. Barack Obama suit cette directive de George Bush. Et donc, pour le moment, les Américains ne veulent pas inscrire sur le passeport de ce jeune américano-israélien, le pays d'origine, Israël, parce qu'il est né à Jérusalem. Alors, il faut dire que les 39 juristes qui accompagnent ce jeune Israélien de 12 ans, né à Jérusalem-Ouest, à l'hôpital Beth Hakerem, ont un argument de poids. Il se base sur le fait de Taïwan. Pendant des années, les Taïwanais nés à Taïwan pouvaient inscrire sur leur passeport Chine. Or, quand l'administration américaine s'est trouvée devant, la justice américaine s'est trouvée devant le cas du jeune Menachem, finalement, ils ont fait marche arrière et même ils ont supprimé cette directive pour les Chinois. Donc maintenant, on se demande comment les juges vont sortir de cet imbroglio juridique qui finalement aura des conséquences énormes sur les relations entre Israël et les États-Unis, puisque finalement, les États-Unis ne reconnaissent toujours pas la souveraineté d'Israël. Ils sont déjà au point le plus bas, on peut le rappeler. Allez, on reste aux États-Unis avec les préparations des élections de mi-mandat.
Oui, c'est demain que les Américains vont voter ce qu'on appelle les midterms, c'est-à-dire qu'ils vont renouveler, après 2 ans du second mandat d'Obama, les 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers des 100 sièges du Sénat. Alors au Sénat, c'est là que tout va se jouer, puisque les républicains ont déjà la majorité à la Chambre des représentants. Ils sont minoritaires au Sénat, mais de peu. Il y a 51 sièges démocrates et 49 républicains, et on s'attend à une vague républicaine. Ça veut dire que le président Obama pourrait perdre la majorité dans les 2 chambres du Congrès des États-Unis. Alors, le quotidien Haaretz titre « Obama entre la défaite et l'échec », vous voyez, on ne lui laisse pas grand choix, et cite les derniers sondages qui ont été publiés par la presse américaine, qui prévoient une vague républicaine, notamment le New York Times, qui estime à 70% les chances des républicains de prendre le Sénat, et c'est rien encore, puisque finalement, le Washington Post, lui, donne 94% de chances aux républicains au Sénat, vous voyez. Donc finalement, Barack Rabin écrit un commentaire: quand Obama n'aura plus rien à perdre, il forcera la voie à un accord avec l'Iran et réglera ses comptes avec Netanyahou. Vous voyez, c'est pas joué pour Israël. Pas étonnant que la presse israélienne soit si dure à l'encontre de Barack Obama. Très très dur. D'ailleurs, vous allez voir la teneur des propos dans Israël Hayom, qui titre « Le Messie est devenu un poids ». Boaz Bismuth est allé à New York à l'occasion de ces midterms et il écrit les Américains ne souhaitent qu'une chose, que Barack Obama ne visite pas leur circonscription. Les sénateurs sortants démocrates refusent que Barack Obama vienne dans leur circonscription pour faire campagne, parce que pour eux, c'est un poids, c'est un désavantage. Alors, Boaz Bismuth analyse ça par l'échec de la politique d'Obama sur le plan international. Ça, on la connaît, c'est une atteinte aux pays amis et alliés, mais aussi sur son entêtement et les difficultés à faire adopter la loi de santé aux États-Unis. Conclusion de Boaz Bismuth: les Américains qui n'apprécient pas les perdants regrettent un instant les candidats conservateurs. Alors l'Amérique pleine d'espoir, écrit-il en 2008, est devenue triste, sombre, hésitante et anxieuse. Vous voyez, Jerusalem Post, à peu près la même teneur, le quotidien anglophone titre « Les midterms américaines et la dynamique des pourparlers sur l'Iran ». Alors je vous cite l'éditorial: « Jusqu'à présent, les démocrates ont conduit leur politique sur le nucléaire iranien sans aucun challenge extérieur. Ce pourrait ne plus être le cas en cas de victoire des républicains. En cas de victoire, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, va déposer un projet de loi refusé depuis des années par Barack Obama, qui permettrait à des représentants de l'opposition, donc de républicains, de siéger dans tous les pourparlers de politique extérieure, et notamment sur le dossier iranien. Et là, ça pourrait être une victoire pour Benjamin Netanyahou, écrit le quotidien Jerusalem Post, dans ses efforts pour contourner le président sur les dossiers des sanctions contre Téhéran, et ce, avec l'aide du lobby israélien au Congrès, une politique qui a beaucoup irrité Barack Obama ces derniers temps. Allez, on finit avec Jérusalem et le quotidien palestinien Al-Quds, qui évoque l'interview accordée par Djibril Rajoub à la seconde chaîne israélienne. Exactement, et Al-Quds titre « Fatah, les Palestiniens ne se rendront pas ». Alors, le quotidien palestinien cite abondamment Djibril Rajoub, qui est, il faut le rappeler, un membre du Conseil national du Fatah, et les journalistes de la seconde chaîne de télévision israélienne ne sont pas parvenus à obtenir de Djibril Rajoub une condamnation de la tentative d'assassinat de Yehuda Glick la semaine dernière à Jérusalem. Alors écoutez ce que Djibril Rajoub a répondu aux journalistes qui insistaient pour avoir une condamnation: « Je ne condamne pas, mais je dénonce. Je ne veux voir personne tué ou attaqué, qui que ce soit. Mais qu'est-ce que Glick faisait là-bas ?» Une référence au mont du Temple. Et d'expliquer que les Palestiniens sont convaincus qu'Israël veut diviser la mosquée El-Aqsa à Jérusalem, comme il l'a fait pour la mosquée Ibrahimi à Hebron. En d'autres termes, le modèle du caveau des patriarches à Hebron devrait servir, selon les Palestiniens, de modèle pour la mosquée Al-Aqsa au mont du Temple, partager les prières entre les deux religions. Tout ceci dans un contexte où la lettre de condoléances envoyée par Mahmoud Abbas à la famille Rajizi, dont le fils est l'auteur de l'attentat contre Yehuda Glick, a beaucoup irrité les responsables israéliens. Merci Maurice Fergan. On va tout de suite rejoindre notre correspondant à Jérusalem, Mathias Inbar. Mathias, bonjour. On parle d'un calme précaire ce matin à Jérusalem, vous confirmez ?
Écoutez, Éléonore, vous parliez à l'instant du journal Al-Quds, un journal qui tire d'ailleurs pas très loin de là où nous sommes, justement à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem, dans le quartier de Sher Jarrah. Et oui, la situation à Jérusalem est très complexe ce matin parce que la plupart du leadership politique israélien, notamment Benjamin Netanyahu et Avigdor Lieberman, eh bien, condamnent les propos, en tout cas la lettre de condoléances envoyée par Mahmoud Abbas à la famille de Moatez Hijazi. Il a été qualifié de protecteur pour les droits et du peuple palestinien. Moatez Hijazi, celui qui est toujours suspecté d'avoir tiré sur Yehuda Glick. Et pendant que nous essayons de ramener le calme des propos tenus par Benjamin Netanyahu, Mahmoud Abbas incite à la violence, incite à la haine, des propos tenus par le Premier ministre israélien, des propos plus durs, également cités par Avigdor Lieberman à l'encontre de Mahmoud Abbas, qui dit que la communauté internationale doit condamner les propos du président palestinien. Alors, on reparle également des mesures de la législation qui durcit à l'encontre des lanceurs de pierres et des feux d'artifice hier. Le gouvernement a pris cette décision, justement, de donner jusqu'à 10 ans de prison pour ces lanceurs de pierres à Jérusalem. Oui, Léonore, la police a demandé des mesures, la police a obtenu des mesures. Voilà la phrase prononcée par Tzipi Livni, la ministre de la Justice israélienne. Je vous annonçais d'ailleurs il y a quelques semaines, lors d'un reportage que j'avais réalisé autour du procureur général de Jérusalem, sur la manière dont la justice israélienne prévoyait de durcir les mesures punitives à l'encontre des délinquants juvéniles. Eh bien, c'est désormais le cas, pouvant aller jusqu'à 20 ans dans le cas où les tirs de pierre seraient mortels. La police israélienne donc a décidé de durcir les mesures contre ces lanceurs de pierre dans tous les quartiers, dans tout le périmètre des quartiers est de Jérusalem, mais pas seulement. Il y aurait également l'importation de feux d'artifice et de fumigènes qui seraient en question par ces mesures, parce que ces fusées, lorsqu'elles sont dirigées en direction des policiers, elles peuvent être très dangereuses. C'est en tout cas l'avis de Danino, le chef de la police de Jérusalem. Voilà pourquoi la justice israélienne a décidé également d'encadrer l'importation de fumigènes à l'intérieur de Jérusalem. Merci beaucoup Mathias Inbar pour ces précisions. On vous retrouvera tout au long de cette matinée. Alors on le sent, l'atmosphère est quand même très inflammable à Jérusalem, malgré le fait que les responsables essayent un petit peu de tempérer et de ramener l'ordre. Est-ce que la situation pourrait redescendre aussi vite qu'elle s'est enflammée ? Simcha Epstein. Oui, écoutez, on ne peut pas parler de Jérusalem sans parler du fait qu'il y a des pyromanes d'un côté et il y a des pyromanes de l'autre. Et nos pyromanes à nous jouissent de la part du gouvernement d'une espèce d'indulgence. Parfois, il y a des petites remarques qui sont faites à leur égard. Qui vous appelez les pyromanes ? Les pyromanes sont précisément ceux qui veulent monter sur le mont du Temple, souhaitant élargir le conflit à l'ensemble du monde musulman. C'est-à-dire il y a à peu près 1,5 milliard de musulmans, il y a quelques millions de juifs. Et donc leur but, c'est de mener une guerre sainte contre l'ensemble du monde musulman. Ce sont plus que des pyromanes, d'ailleurs. C'est une irresponsabilité qui est proche d'une espèce de criminalité politique aberrante. Et deuxièmement, deuxième type de pyromane de notre côté. Attention, il y a des pyromanes de l'autre côté aussi, hein, absolument. Et deuxième type de pyromane, ceux qui veulent nous faire rentrer à Silouan, ceux qui organisent systématiquement le désordre et le malaise dans l'ensemble de la ville de Jérusalem, soudain, en introduisant des juifs. Des juifs qui veulent rentrer à Silouan en disant c'est à nous. De Jérusalem. Et là, je voudrais faire une remarque fondamentale. Je comprends ceux qui, dans le camp israélien, je comprends très bien, disent que notre stratégie doit être une stratégie de gestion du conflit, parce qu'on ne peut pas faire la paix tout de suite. Je comprends la logique de cette attitude, et il est possible même que ce soit une attitude juste par rapport à ceux qui disent paix tout de suite, paix tout de suite. Mais si on va vers une stratégie de gestion du conflit, alors il faut le gérer de manière intelligente et de manière modérée, le conflit. Et la première chose à faire, c'est de ne pas créer de notre part à nous, de manière systématique et de manière à la limite qui touche au fanatisme, de créer des causes qui automatiquement font se lever les Palestiniens plus les musulmans dans leur ensemble. Le gouvernement a quand même appelé cette fois à la retenue à la responsabilité. Mais je fais une remarque quand même. C'est vrai, et j'ai entendu enfin Netanyahou dire un petit mot en disant, bien entendu en condamnant ce qui se passe du côté des Palestiniens, et c'est tout à fait légitime et tout à fait justifié, mais aussi en disant un mot concernant ce qui se passe chez nous. Il y a des gens qui sont dans la coalition gouvernementale, il y a quelqu'un qui est au gouvernement, le ministre de la Construction,
qui se promènent avec des... C'est même pas des allumettes, c'est de l'essence, c'est avec un bidon d'essence, et qui chaque fois qu'il y a moyen d'enflammer la situation, il l'enflamme. Alors ça, c'est inacceptable. Nous devons aussi calmer ce qui se passe de notre côté et pas simplement regarder ce qui se passe du côté des Palestiniens pour condamner les Palestiniens. Alors justement, est-ce que ces provocations, comme vous les appelez, ou en tout cas cette montée de tension, est-ce qu'elle est religieuse ou d'abord et avant tout politique, Emmanuel Navon? D'abord, je veux rebondir sur ce qu'a dit Simon Epstein. Je ne suis pas d'accord sur ce qu'il a dit, sur une partie des choses qu'il a dites, dans la mesure où, historiquement, et là je parle des faits historiques, l'inflammation de ce conflit et la tentative de récupérer le mont du Temple pour transformer le conflit en un conflit international, ça a commencé du côté palestinien avec Haj Amin al-Husseini qui avait fait du mont du Temple un sujet central pour essayer d'unifier le monde musulman contre les juifs. Ce n'est pas nouveau, et toujours d'accuser les juifs de détruire la mosquée d'Al-Aqsa. C'est depuis les années 20, il n'y a là rien de nouveau. Arafat l'a fait et Mahmoud Abbas le fait également. Aujourd'hui, c'est lui qui en appelle au djihad et qui vient d'envoyer une lettre en félicitant la famille de la personne qui a essayé de tuer Yehuda Glick. Maintenant, pour parler du côté juif, du côté israélien, je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui une situation dans laquelle le mont du Temple est un lieu saint pour le judaïsme et pour l'islam. Or, les juifs n'ont pas le droit de prier sur le mont du Temple. Pourquoi ? Yehuda Glick, que je connais, qui est aujourd'hui à l'hôpital avec 4 balles dans son corps, et je peux en témoigner, je le connais personnellement. Ce n'est pas un illuminé, c'est un homme qui vient d'une famille, son père est un militant de gauche, lui-même dit qu'il veut tout simplement avoir le droit de prier sur le mont du Temple et qu'il ne veut absolument pas de conflit avec les musulmans, qu'il ne veut pas reconstruire le Temple et mettre fin à la présence musulmane, il veut prier sur le mont du Temple. Donc appelez ça... Donc c'est religieux. Bien entendu, il parle d'un droit de prier comme les juifs ont le droit de prier et les musulmans au tombeau des patriarches à Hebron. C'est un lieu saint pour les deux religions. Quand Moshe Feiglin, juste après la fermeture du mont du Temple ou de l'esplanade des mosquées, revient et on peut dire que c'est une provocation, déclare qu'il, après le discours de Benjamin Netanyahou qui appelait à la retenue, qu'il va monter sur le mont du Temple dès l'ouverture de l'esplanade, on peut quand même parler de récupération politique ou en tout cas de provocation politique. Pourquoi est-ce que c'est une provocation pour un juif de prier sur le lieu le plus saint du peuple juif? Dans ce contexte, c'est une provocation. Dans ce contexte de tension, de haute tension, où tout le monde appelle à l'apaisement. Non, tout le monde n'appelle pas à l'apaisement. Mahmoud Abbas n'appelle pas à l'apaisement. Mahmoud Abbas appelle au djihad. Il l'a dit, il le répète. Il a parlé du fait que un juif sur le mont du Temple souille ce lieu. Donc, il y a là, du côté musulman, un négationnisme d'abord, ce négationnisme, ce qu'on appelle le négationnisme du mont du Temple, qu'avait initié Arafat à Camp David, de dire qu'il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem. Donc, de nier véritablement l'existence des temples de Jérusalem, pour finalement, et c'est ça que dit Moshe Feiglin, il dit que s'il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem, et si les Juifs n'ont aucun droit sur le mont du Temple, alors la légitimité même de l'État d'Israël est remise en cause. Et c'est précisément ce qu'il veut dire. C'est un message qu'il veut faire passer en disant, si un Juif n'a pas le droit de monter sur le mont du Temple, alors les Palestiniens ont raison, l'État d'Israël est illégitime. Et je pense qu'il dit là quelque chose qu'il faut écouter. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais ce qu'il dit, c'est que s'il n'y a jamais eu de présence juive dans le passé, alors là, les Palestiniens ont raison. Et c'est là-dessus qu'il veut mettre le doigt. Écoutez, Emmanuel, nous nous connaissons depuis longtemps, mais là, je t'entends retransmettre les propos qui sont les propos de notre extrême droite. Notre extrême droite est une extrême droite fanatique, absurde, qui veut la guerre, qui est fondée sur l'idée qu'il doit y avoir un conflit, avec l'idée en plus que Dieu nous aidera si on a la guerre contre 1,5 milliard de musulmans, alors Dieu nous aidera, donc on n'a rien à craindre. Je reviens sur... Entre parenthèses, dit ce que j'ai dit, ni ce que dit Moshe Feiglin. Enfin, j'ai parlé du monde du Temple. C'est certainement ce que dit Moshe Feiglin, et c'est certainement ce que disent tous les groupes qui tournent autour de notre extrême droite, ou notre ultra-droite. Mais je reviens sur le point fondamental. Gérer le conflit, c'est une stratégie acceptable, et c'est peut-être la vraie stratégie, plutôt que de faire la paix. Mais gérer le conflit, ça veut dire qu'il faut être intelligent quand on gère le conflit. Et la première chose à faire quand on dit qu'il faut gérer un conflit sur 10 ou 15 ans, la première chose à faire, c'est de calmer les choses. Maintenant, calmer les choses, ça consiste précisément à ne pas brandir
le drapeau rouge devant... je veux dire... Simcha Epstein, aller prier, autoriser les juifs, au même titre que les musulmans, aller prier sur le mont du Temple, il y a ça ne depuis considère pas quand même une 1967, demande irréaliste. C'est tout à fait... ce problème a été réglé depuis très longtemps. Ça fait des dizaines d'années que le problème a été réglé par un accord qui a été fait. Ceux qui cherchent à mettre en cause cet accord, ou ceux qui cherchent à mettre en cause ce statu quo du point de vue juif, parce qu'il y a aussi ceux qui le contestent du point de vue palestinien. Le statu quo qui est devenu un petit peu le mot de la semaine, donc c'est un mot positif aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne le mont du Temple et l'esplanade des mosquées. Ceux qui cherchent à le mettre en cause le font pour des raisons beaucoup plus profondes que simplement le droit. C'est plus que religieux selon vous, justement. Pas tous, c'est justement ça, pas tous. Et même Moshe Negbi, qui est le commentateur légal de la chaîne de la radio israélienne, qui est un homme vraiment très très à gauche, milite, dit également que les Juifs doivent avoir ce droit, c'est un droit de l'homme, il le dit. Moshe Negbi, qui n'est pas un homme d'extrême droite. D'abord, il y a pas les droits. D'abord, il y avait un accord qui fonctionnait, qui garantissait ces droits. Deuxièmement, il y a aussi la question de savoir quand est-ce qu'on demande un droit et comment on le demande et quelle est la signification globale de la revendication de ce droit. Mais il y a un troisième problème. Derrière ceux qui demandent ce droit, je veux bien admettre, et je suis d'accord qu'il y en a qui sont sincères, ils veulent simplement prier, et je veux bien admettre ce que tu as dit sur Yehuda Glick, c'est tout à fait possible, son père le dit, effectivement, j'ai lu une interview. Mais derrière, il y a des gens qui veulent tout à fait autre chose. Derrière, il y a des gens qui disent que le jour viendra où enfin on va se débarrasser des musulmans, parce que de la même façon que Abou Mazen dit que les Juifs souillent le mur du Temple, il y a d'autres gens, chez nous, qui disent que les musulmans souillent l'emplacement. Alors c'est quoi la solution selon vous? C'est justement de garder ce statu quo ou de changer et d'autoriser? La solution d'abord, c'est chez nous, à l'intérieur, chez nous, vis-à-vis des Palestiniens, augmenter les mesures de défense, augmenter les mesures de sécurité, tout ce qui a été dit ici, peut-être même d'autres choses. En même temps, d'ailleurs, développer les infrastructures dans les quartiers arabes et musulmans de Jérusalem, ça c'est évident, qui ont été... Mais, en ce qui nous concerne, nous, calmer. Il y a des choses elles sont peut-être légitimes à demander, c'est pas le moment maintenant. D'autre part, toute notre extrême droite et notre ultra-droite, qui est à la fois fanatique et raciste, la calmer. Et une des choses que j'attends de Netanyahou et du Premier ministre, c'est précisément de s'exprimer de manière plus claire. Il a commencé à le faire. J'ai déjà entendu 2 ou 3 phrases de lui qui vont dans cette direction, mais de le faire de manière beaucoup plus nette et beaucoup plus claire. Est-ce que les femmes du mur ont le droit d'aller prier là-bas? Ce qu'on appelle les femmes du kotel, les femmes réformées qui vont prier avec un talit et des tefilines au kotel. Est-ce que tu es pour ou non? Moi, je ne suis pas un fanatique de cette Non, question. est-ce que tu es pour ou non? Parce que c'est la même chose. Il y a des gens qui disent elles viennent pour provoquer. Il ne faut pas leur donner ce droit. Donc soit on donne un droit de religion pour tout le monde ou pas. Il y a là un double discours. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent que les femmes du kotel sont des provocatrices. Alors c'est comme dire que les gens qui vont sur le mont du Temple sont des provocateurs. C'est la même chose. Il y a une différence, Emmanuel, et tu le sais très bien. Le problème libéraux contre orthodoxes, c'est un problème interne aux Juifs. C'est-à-dire au pire des cas... Oui, je parle du principe. Si on met la liberté individuelle avant tout, alors il faut l'appliquer à tout le monde. Non, le problème juif contre musulmans, c'est 1,5 milliard de musulmans, y compris des pays avec lesquels il est vital pour Israël d'avoir des bons liens, comme la Jordanie ou comme l'Égypte. Alors si toute l'intelligence politique de notre ultra-droite, couverte par une partie du gouvernement, ça consiste à dire qu'il faut se fâcher avec l'Égypte et il faut se fâcher avec la Jordanie, parce qu'il faut absolument que Yehuda Glick et quelques-uns de ses copains aillent prier sur le mur. On va vers un suicide collectif. Bon. Le mont du Temple, l'esplanade des mosquées, ce qui s'y passe, c'est un peu peut-être l'expression d'un problème plus profond, peut-être de l'impasse politique entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce qu'à votre avis, l'arrivée de John Kerry aujourd'hui, qui doit rencontrer Saïb Erekat, le chef des négociateurs palestiniens, peut apaiser les choses, peut changer quelque chose dans ce scénario? Emmanuel Navon. Écoutez, il y a des rapports dans la presse selon lesquels Barack Obama est en train de considérer de se débarrasser de John Kerry. Parce que lui-même réalise que John Kerry est un gaffeur en série sur la scène internationale, que plus personne, et spécialement au Proche-Orient, ne le prend au sérieux. Donc penser que John Kerry va venir maintenant résoudre des problèmes qu'il n'a fait qu'empirer ces 2 dernières années, c'est difficile à voir comment. Il a perdu sa crédibilité aussi bien du côté israélien que du côté palestinien. Je vous rappelle qu'il y a eu pendant plus d'1 an des négociations qu'il a poussées, négociations qui ont été menées par Tzipi Livni, qui ont touché à tous les sujets du cœur du conflit.
il n'a pas réussi à faire avancer les choses. Donc on voit difficilement qu'est-ce qu'il y a de nouveau à proposer. Alors justement, dans ce contexte de tension entre Washington et Jérusalem également, pourquoi John Kerry a-t-il choisi ce moment pour se rendre en Israël et dans les territoires? Je suis d'accord avec ce que dit Emmanuel. John Kerry est plein de bonne volonté, il est totalement hors d'état de faire avancer les choses. Je ne suis même pas sûr qu'il comprend vraiment tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a affaire là à quelqu'un, sa bonne volonté n'est pas mise en cause, et aussi son soutien à Israël. Je veux dire, Les États-Unis ont plus ce rôle de médiateur, vous pensez, entre Israéliens et Palestiniens? Ils n'ont plus rien à faire. Ils sont la seule puissance capable d'être un médiateur. C'est-à-dire, si vous voulez, ils conservent théoriquement cette position de médiateur. Mais concrètement? Concrètement, dans la situation actuelle, ça paraît très limité. Et c'est vrai, il y a eu une tentative. John Kerry a mis tout son prestige, il a mis beaucoup de temps et ça n'a pas abouti. Fondamentalement, il est évident que, si vous voulez, la paix avec l'Égypte, c'est grâce aux États-Unis, enfin grâce au rôle d'intermédiaire qu'ont joué les États-Unis. Les États-Unis sont importants dans tout processus de paix, bien entendu, comme ils sont importants dans la sécurité d'Israël. Est-ce qu'on peut justement voir un scénario où le Caire reprendrait un petit peu la main sur les négociations entre Israéliens et Palestiniens, pas seulement avec le Hamas, mais avec l'autorité palestinienne, et volerait un petit peu la vedette aux États-Unis? Vous savez, Simon vient de parler effectivement du rôle des États-Unis pendant Camp David. Pourquoi est-ce que ça a fonctionné à Camp David? Parce que tout est une question d'intérêt. L'Égypte avait un intérêt à l'époque, l'Égypte de Sadat, de passer du camp soviétique au camp américain pour avoir l'aide financière américaine de plus de 2 milliards par an. Les États-Unis avaient intérêt de récupérer l'Égypte qui était dans le camp soviétique. Il y avait là des intérêts concurrents. Et Israël avait un intérêt de sortir l'Égypte du clan des pays belligérants. Aujourd'hui, il y a un intérêt entre l'Égypte et Israël sur la question du Hamas, sur la menace que représentent les frères musulmans en Égypte, sur la menace également de Al-Qaïda, la menace également du soutien du Qatar pour tous les mouvements fondamentalistes dans la région. Donc sur ce plan spécifique, il y a une coopération. Le problème dans cette équation, et c'est qu'on l'a vu dans le conflit de l'été dernier, c'est que les États-Unis ont voulu imposer à Israël et à l'Égypte le plan de cessez-le-feu pro-Hamas du Qatar et de la Turquie. Donc il y a un véritable problème là avec la politique américaine. Il manque dans cette équation une politique américaine, à mon sens, plus logique, qui va plus dans la direction des alliés des États-Unis au lieu d'aller dans la direction des opposants des États-Unis dans la région. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Simon Epstein? Oui, je suis d'accord. Les États-Unis ont du mal à accepter l'idée que le monde est de nouveau un monde en guerre et que les États-Unis, en tant que grande puissance, chef d'un camp avec des alliés, doivent se comporter comme un Obama est resté, si vous voulez, à une phase antérieure qui est une phase beaucoup plus pacifique, une phase qui ne correspond plus du tout aux réalités. C'est-à-dire les États-Unis, du point de vue de leur propre intérêt, d'ailleurs, pas simplement du point de vue de notre intérêt à nous, du point de vue de leurs alliés, les États-Unis n'ont pas si vous voulez, la détermination que la situation exige. Merci beaucoup, merci Simon Epstein d'avoir été avec nous, merci Emmanuel Lavonne, merci Maurice Fergan, vous restez avec nous, ne zappez pas, on revient dans 10 minutes pour faire le point sur la situation dans la bande de Gaza qui est complètement isolée depuis la fermeture des points de passage israéliens, la suite d'un tir de roquettes vendredi dernier en territoire israélien, c'est dans quelques minutes sur i24 News, ne bougez pas. De retour sur le plateau du Morning, toujours en compagnie de Simcha Epstein, professeur de sciences politiques à l'université Sophim de Jérusalem, et d'Emmanuel Lavonne, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Et nous a rejoint Ali Waked. Bonjour Ali, consultant i24 News et spécialiste du monde arabe. Après le point de passage de Rafah, c'est au tour des points de passage de Kerem Shalom et de Erez, point de passage entre Israël et la bande de Gaza, d'être bloqué suite au tir de roquettes vendredi dernier. On regarde ce sujet, on en parle juste après. Les points de passage d'Erez et de Kerem Shalom sont restés fermés ce dimanche et ils le resteront jusqu'à nouvel ordre. C'est la réponse d'Israël au tir de roquettes qui a visé son territoire vendredi soir, le deuxième depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec le Hamas le 27 août. D'après une source sécuritaire israélienne,
Les auteurs présumés de l'attaque, au nombre de 5, ont été arrêtés par le mouvement islamiste palestinien ces dernières heures. Il n'empêche, ce dernier qualifie d'irresponsable la mesure prise par son voisin israélien et parle d'une punition collective infligée à la population de Gaza. Israël ne tient pas ne serait-ce qu'un seul de ses engagements. L'ouverture des points de passage, le blocus et la reconstruction de Gaza. Les factions palestiniennes ne pourront pas accepter cette situation et par conséquent continueront leur lutte contre Israël. Le Hamas ne cache plus sa frustration alors que les négociations au Caire ne débuteront pas avant la mi-novembre et qu'en coulisses, rien n'indique que ces revendications seront entendues. La fermeture des points de passage frontaliers d'Israël s'ajoute à la décision égyptienne d'établir une zone tampon dans le secteur de Rafah, au sud de l'enclave palestinienne. Pire qu'un blocus, la bande de Gaza se retrouve à présent coupée du monde. Au sein de l'organisation islamiste, la liste de doléances ne s'arrête pas là. Certains cadres affirment s'opposer au plan proposé par l'ONU pour la reconstruction de Gaza, mécontent que le Hamas soit mis à l'écart du processus. Voilà qui pourrait avoir comme fâcheuse conséquence de retarder les dons promis par la communauté internationale, plus de 5,4 milliards de dollars. À Gaza, la situation humanitaire continue de s'aggraver de jour en jour et sans levée rapide du blocus, le Hamas assure qu'il ne sera plus tenu par le cessez-le-feu avec Israël. Voilà, on l'a vu, hein, le Hamas a fait savoir qu'il avait arrêté 5 personnes soupçonnées d'être à l'origine de ces tirs de roquettes. Il dit qu'il n'est pas dans l'intérêt du Hamas de rompre la trêve convenue avec Israël. Du coup, est-ce que la fermeture de ces 2 points de passage sont justifiés, Ali ? Ils sont justifiés politiquement parlé. Benjamin Netanyahu a promis l'opinion publique israélienne à la fin de la dernière guerre à la bande de Gaza qu'Israël va riposter à tout tir palestinien et c'est le moindre geste que le gouvernement israélien pouvait prendre suite au tir de cette roquette. Mais Eleonore, la vérité c'est que le Hamas pour le moment ne veut pas un nouveau round de confrontation avec Israël. Mais si on regarde les mesures égyptiennes, tout ce qui se passe au Sinaï, le fait que le gouvernement égyptien est en train de mener une campagne très dure face aux tunnels à la bande de Gaza, en train de couper les derniers tunnels, les derniers liens entre la bande de Gaza et le monde. Ce n'est pas seulement entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et le fait que, en ce qui concerne Israël, les mesures sont très peu et insuffisantes face aux demandes des Gazaouis de voir la reconstruction commencer. Et le fait que pour le moment, de tous les promesses et de tous les engagements, seuls les salaires sont partiellement payés. Je dis partiellement payés parce qu'ils sont payés pour les fonctionnaires civils et non pas pour les hommes de sécurité. Mais à tout moment, la situation à la bande de Gaza peut exploser. Et si on prend en compte les besoins politiques du maréchal Sisi et le besoin politique de Benjamin Netanyahu dans quelques mois, si on est dans une campagne électorale anticipée en Israël, donc les signes sont très semblables aux signes qu'on avait vus à la veille de la dernière guerre à la bande de Gaza. Pour le moment, le Hamas est en train de faire tout, de garder la situation calme, mais ces messages ne sont pas captés par la communauté internationale. Les groupes salafistes sont en train de gagner de plus en plus de territoire à la bande de Gaza. Est-ce que le Hamas a encore aujourd'hui le pouvoir sur toute la bande de Gaza ? Est-ce qu'il peut garder justement ces dissidents finalement, puis ceux qui sont responsables des tirs de roquettes? Le Hamas ne semble pas avoir la main mise sur toute la bande de Gaza, Emmanuel Navon. Vous savez, dans les faits, le Hamas, comme on le sait, a pris le pouvoir par la force en 2007 en éjectant les dirigeants de l'OLP dans une guerre civile très, très brutale. Et depuis, il tient la bande de Gaza. Et alors, c'est vrai que, comme le Hamas vient de l'affirmer, tous les tirs ne proviennent pas de lui, certes. Mais en ce qui concerne le contrôle militaire et économique, c'est quand même lui qui fait passer toutes les finances qui viennent du Qatar et qui tient les finances. C'est lui qui contrôle les tunnels par lesquels passent également les impôts qui financent le gouvernement du Hamas. Et puis, toutes les tentatives
de réintroduire l'autorité palestinienne en dépit du soi-disant gouvernement d'union qui avait été signé il y a 2 ou 3 mois, et en dépit des tentatives de l'Égypte d'avoir plus de contrôle également sur la bande de Gaza, le fait est que le Hamas ne laisse pas cela arriver. C'est-à-dire que sur les faits, il ne laisse pas Mahmoud Abbas avoir plus d'influence. Donc cela prouve, à mon sens, qu'il contrôle la situation, en tout cas sur le plan financier. Et quand il y a de la reconstruction de la bande de Gaza, parce qu'on le voit, les taux se resserrent complètement autour de Gaza, du côté égyptien, maintenant du côté israélien. Donc est-ce que la reconstruction de la bande de Gaza peut se faire dans ces conditions ? Écoutez, le Hamas a une double rhétorique et c'est absolument passionnant à observer. Il a une rhétorique ultra-militaire qui annonce que la victoire est proche et qu'on continue à faire des tunnels et qu'on prépare des fusées pour détruire l'ennemi israélien. Vis-à-vis de l'extérieur, il a une rhétorique humanitaire de plainte et de « Oh mon Dieu, c'est terrible, crise humanitaire, on ne nous donne pas à manger, on ne nous permet pas de reconstruire la bande de Gaza. » Mais vous ne pensez pas qu'il y a une crise humanitaire aujourd'hui dans la bande de Gaza ? Je serais plus persuadé de la réalité de la crise humanitaire dans la bande de Gaza si elle ne s'accompagnait pas de l'autre côté d'une rhétorique guerrière, d'une rhétorique martiale que j'entends assez rarement quand vous survolez le globe pour voir quels sont les discours des chefs de guerre. Eux sont très hauts dans l'annonce des prochaines victoires. Et donc il y a une espèce de dissonance, si vous voulez, entre le message et le projet et la réalité. Alors, c'est vrai qu'il y a une crise humanitaire, c'est vrai qu'on aimerait bien voir la bande de Gaza retrouver d'une part ses constructions, d'autre part du travail, d'autre part un niveau de vie qui monte, mais c'est incompatible avec une telle direction, une telle... On espérait beaucoup d'Abou Mazen et introduisant une normalisation, si vous voulez, politique dans la bande de Gaza. Ça n'a pas l'air de se faire. Ça n'a pas l'air de se faire. Et pour l'instant, on est dans une situation que je qualifierais de bloquée. Ali Waked, le Hamas, quelle est sa position aujourd'hui ? Le Hamas est prêt à quitter le pouvoir à la bande de Gaza si jamais certaines conditions sont remplies. 1. L'intégration du Hamas dans les institutions de l'OLP. Et 2. Le paiement des salaires de ses fonctionnaires et de ses hommes de sécurité. Et 3. La question des armes du Hamas n'est pas mise sur la table, sauf négociations qui déboucheront à la création d'un État palestinien. Et personne ne voit ces 3 conditions remplies. Il ne va jamais les obtenir, ces conditions. Ou est-ce qu'il y a une chance qu'il les obtienne ? Bon, Abou Mazen, les Égyptiens sont un côté qui sont prêts à payer par cette monnaie au Hamas. Le problème, c'est que pour avoir un vrai processus de négociation, il y a besoin d'un gouvernement israélien. Le gouvernement israélien, pour le moment, ne se montre pas prêt à rentrer, non pas seulement dans un processus de négociation qui débouchera à la création d'un État israélien, mais dans un processus de négociation en général qui risquera de mettre en danger la coalition en place en Israël. C'est pour cela, pour le moment, il y a un status quo que si jamais il n'y avait pas cette crise économique, financière, humanitaire à la bande de Gaza, c'est la meilleure situation pour le Hamas. Une certaine flamme, tension sécuritaire. Le Hamas peut exploiter pour justement créer de nouvelles tensions ? Le Hamas peut exploiter pour créer une nouvelle tension, mais le Hamas a besoin aussi de financer les Gazaouis. Les mesures prises maintenant par les Égyptiens coupent les derniers canaux entre l'Égypte et entre la bande de Gaza, entre l'infiltration de l'argent, des armes, etc. et la bande de Gaza. Donc reste à voir l'influence, l'impact de cette campagne égyptienne. Mais sur le plan politique, le Hamas et le gouvernement de Benjamin Netanyahu prônent pour le status quo égyptien, palestinien de l'autorité palestinienne et maintenant les Jordaniens. Vous savez, Eleonore, dans les dernières minutes, il y avait des reportages qui n'ont pas été encore confirmés que le Premier ministre Netanyahu a rencontré le roi de Jordanie, le roi Abdallah, pour discuter de la situation à Jérusalem, mais aussi de la situation politique générale. Quand on est en Israël, on est à la veille d'une élection, des élections anticipées. Personne ne voit des mesures dramatiques à la bande de Gaza qui risquent de changer la situation, voire même apporter Abou Mazen à la bande de Gaza. Donc en fait, le mot d'ordre du moment, on l'aura compris, c'est le statu quo et la préservation absolue de ce statu quo.
Vous savez, on parle beaucoup de statu quo ce matin, le statu quo de Jérusalem et du mont du Temple, le statu quo entre Israël et les Palestiniens, mais c'est un terme qui n'est pas exact, parce que c'est vrai que sur le terrain, il y a un blocage, comme on le sait, des négociations en dépit des efforts de John Kerry et en dépit de l'application personnelle de Tzipi Livni. Mais dans la réalité, sur le terrain, ce statu quo se dirige également vers un changement de la réalité de facto sur le terrain, dans la mesure où effectivement il n'y a pas une solution. On parlait tout à l'heure de gestion du conflit. La question est de savoir dans quelle direction de gestion du conflit on se dirige. J'ai écouté ce matin à la radio Tzipi Livni qui disait qu'effectivement elle a condamné très fermement les propos de Mahmoud Abbas qui ont félicité la famille du terroriste qui a essayé de tuer Yehuda Glick. Et lorsque le journaliste lui demande alors si on ne peut pas négocier avec lui, quelle est l'alternative? Et elle parle d'une espèce elle dit qu'il faut un accord avec la communauté internationale. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais même elle ne sait pas exactement, elle bafouille un peu quand on lui demande quelle est l'alternative. C'est qu'elle reconnaît que dans les faits, il y a un statu quo. Quand on lui demande alors qu'est-ce qu'il faut faire, elle dit qu'il faut un accord avec la communauté internationale. Est-ce que la reprise des négociations ne passe pas peut-être avant par la levée du blocus, par exemple, dans la bande de Gaza? Non, mais ça peut faire partie des points qui seront discutés pendant la négociation. Ça doit faire partie des points qui sont discutés dans la négociation. Je veux juste ajouter une courte phrase à ce que dit Emmanuel. Tout est difficile dans l'idée qu'il faut négocier et dans l'idée qu'il faut relancer le processus politique, pas simplement d'ailleurs avec les Palestiniens, avec d'autres pays de la région et le monde arabe. Tout est difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Je veux dire, à terme, il devra y avoir un accord. À terme, il faudra bien faire la paix. Mais en attendant, qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'on parle de cette relance du processus de paix depuis maintenant des années, depuis des mois, et on voit bien que ça bloque. Donc sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qui doit changer pour que ce processus de paix soit réellement relancé et pas seulement un mot abstrait? Eleonore, moi je ne vois pas comment est-ce que la direction palestinienne, avec les résultats comme ils sont vus par la population palestinienne, une défaite d'Israël dans cette guerre de la bande de Gaza, ce qui impose à Abou Mazen de changer sa rhétorique vers une rhétorique beaucoup plus militante, une rhétorique qui ne plaît pas aux Israéliens, et de l'autre côté Benjamin Netanyahu qui est décidé de mettre fin à sa coalition avec Livni, Lapid, et plutôt clignoté vers la droite, Bennett et compagnie, que la situation va changer. Ce qui prouve d'ailleurs, quand on parle de Livni, les reportages dans les médias israéliens parlent d'une alliance éventuelle entre Livni et le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. D'un côté, on a le Hamas et le Fatah dans un gouvernement d'union nationale. De l'autre côté, on a Benjamin Netanyahu qui se rapproche de plus en plus de l'aile conservatrice du Likoud. Finalement, les conditions pour la paix sont extrêmement mauvaises aujourd'hui. Les conditions pour la paix sont vraiment mauvaises, mais les conditions pour un nouveau round de confrontation deviennent de plus en plus possibles. Eleonore, en novembre, on aura aussi, à mon avis, la prolongation du dossier nucléaire iranien. Comment est-ce que ça va avoir son influence sur l'arène politique israélienne? Les tirs de roquettes de la bande de Gaza, à mon avis, si jamais la reconstruction ne commence pas, vont devenir de plus en plus sérieuses. Le gouvernement israélien se verra de plus en plus obligé de rétalier, mais d'une façon beaucoup plus importante. Et donc, tous les signes pour le moment montrent qu'on est devant l'éventualité. Une confrontation que d'une relance du processus de paix. Pour vous, Emmanuel Navon, la solution pour une reprise à court terme du processus de paix, c'est quoi? Vous savez, le processus n'est pas une fin en soi. Et je vous rappelle que ce processus, c'est plus un processus qu'un processus de paix, parce qu'il dure depuis plus de 20 ans. Et pendant ces 20 ans, on a touché à plusieurs reprises les questions de fond. Et sur ces questions de fond, il n'y a pas eu d'accord, que ce soit Jérusalem ou les réfugiés. Je ne vois pas d'évolution là-dessus du côté palestinien. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Un des grands historiens du conflit israélo-arabe, Benny Morris, le dit lui-même. Les Palestiniens n'ont pas bougé d'un iota sur la question du droit au retour. Donc je suis
très pessimiste sur la possibilité d'un accord. Mais je ne suis pas pessimiste sur l'avenir d'Israël, parce que quand je vois l'évolution d'Israël et de ses voisins ces 60 dernières années, personnellement, je ne peux être que optimiste. Nous sommes dans une région où nos voisins ne cessent de s'entretuer et de rétrograder sur tous les plans. Donc personnellement, en dépit de mon pessimisme sur la possibilité d'un accord, je suis optimiste sur l'avenir d'Israël. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir été avec nous. Merci à vous Simcha Epstein, merci Ali Waked. Dans un instant, on reviendra sur le camp de la paix 19 ans après l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. C'est l'heure de faire le point sur l'héritage de cet homme et de son message politique. C'est dans quelques minutes, juste après le journal. Restez avec nous. Nous sommes toujours le lundi 3 novembre 2014, il est 9h12 à Tel Aviv et nous accueillons sur ce plateau Dror Even Sapir, analyste politique pour i24 News. Bonjour Dror. Bonjour Léonore. Alors on va revenir sur le meurtre du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. C'est il y a 19 ans, il a été assassiné par un extrémiste et comme chaque année, à la même période, un rassemblement à sa mémoire s'est tenu sur la place qui porte d'ailleurs son nom. C'était samedi soir, mais un second rassemblement va se tenir ce samedi. Dror, pourquoi cette fois avoir choisi de faire ça en deux fois ? Oui, alors ça peut prêter à confusion, effectivement, deux rassemblements. Le premier qui a été organisé samedi dernier par le mouvement Israël Yozemet, Israël prend l'initiative, qui est un mouvement qui a été créé par Yuval Rabin, le fils d'Yitzhak Rabin, qu'on va entendre tout à l'heure. Et un deuxième rassemblement aura lieu le samedi qui vient, samedi soir également, organisé là par les mouvements de jeunesse, un rassemblement beaucoup plus consensuel, moins politisé, et il sera question de la défense de la démocratie. Et le président actuel, Reuven Rivlin, va prendre la parole. Rachel Frankel, la mère de l'un des 3 adolescents assassinés au début de l'été, Naftali Frankel, va également prendre la parole. Elle est issue du monde sioniste religieux, donc un univers qui est très éloigné idéologiquement de ce que représentait Yitzhak Rabin, mais elle va prendre la parole au nom de la défense des valeurs démocratiques. Donc on peut dire tout de même que ça a créé la confusion, hein, bien évidemment chez les Israéliens. La confusion plus le mauvais temps samedi soir, il a plu, explique peut-être qu'il y avait assez peu de participants, place Rabin, assez peu de monde, quelques milliers. Ouais, d'ailleurs, le rassemblement de samedi dernier était bien marqué politiquement, on peut le dire, les discours prononcés allaient dans ce sens. Hein. Oui, effectivement. Alors on a parlé d'Yuval Rabin, le fils d'Yitzhak Rabin, on va peut-être écouter un court extrait de son allocution, vous allez le voir, c'est effectivement très, très politisé. Je n'ai plus la force de rester calme, donc je le dis haut et fort, l'espoir peut être restauré. Il en est de notre responsabilité de dirigeants. Voilà, donc c'est assez clair. Hein, c'est une critique bien évidemment adressée aux dirigeants actuels qui, selon Yuval Rabin, ne font pas assez pour faire renaître l'espoir d'une paix négociée avec les dirigeants palestiniens. Et puis l'autre intervenant marquant de la soirée, c'était celui qui était, il n'y a encore pas si longtemps que ça, président de l'État et qui a retrouvé sa liberté de parole et qui en a fait usage. Shimon Peres, bien évidemment, on va l'écouter. Ceux qui ont abandonné la paix sont des naïfs qui délirent. Ce sont eux qui ne sont pas patriotes. C'est tout à fait réalisable et tout à fait juif. J'adresse cette question à ceux qui s'opposent à la solution de 2 États, qui se prétendent si lucides, si peu naïfs. Quelle est leur solution? Quelle solution avez-vous? Dites-moi. Ouais. Shimon Peres. Shimon Peres parlait d'espoir. Voilà, un Shimon Peres mordant, un Shimon Peres très politisé. Il a retrouvé encore une fois sa liberté de parole. Il est un peu libéré de ses contraintes de président d'Israël. Donc des contraintes avec lesquelles il a eu certaines difficultés. Il faut le reconnaître, au cours de son mandat, il a tout de même pris certaines libertés par rapport à ce que lui imposait sa fonction très, très protocolaire et très rassembleuse de président de l'État. Et là, bien évidemment, il va encore plus loin. On retrouve un petit peu le Shimon Peres chef de parti, le Shimon Peres militant de la cause d'une paix négociée avec les Palestiniens. Donc il s'en est pris à ceux qui ont renoncé à l'espoir d'une paix négociée, d'une solution à 2 États, en les traitant de naïfs. Ce sont eux les naïfs. Il a retourné en fait l'accusation traditionnelle qui est portée contre la gauche israélienne. Et puis, dans un autre moment de ce discours, Shimon Peres s'en est pris, sans le nommer, à Benyamin Netanyahou assez directement, parce qu'il a dit cette exigence de
adressé aux Palestiniens pour qu'ils reconnaissent Israël comme État juif ou comme une État-nation du peuple juif, eh bien c'est une exigence qui n'a pas lieu d'être. Parce que la judaïté de l'État ne sera pas garantie par un accord de paix avec des dirigeants étrangers. C'est en substance ce que Shimon Peres a dit, et bien évidemment, c'est une pique adressée à Benjamin Netanyahou, puisqu'on sait que pour le Premier ministre, cette exigence adressée aux Palestiniens de la reconnaissance d'Israël comme État juif, eh bien c'est quelque chose de tout à fait fondamental. On a eu affaire à un Shimon Peres opposant, un discours d'opposant de la part de Shimon Peres. Et Léonore, vous le savez, on rentre dans une année qui sera une année très probablement de consultation électorale. Il y aura des élections anticipées en Israël, peut-être dans un an, peut-être un peu plus, mais c'est quasiment inévitable. Et il y a fort à parier que Shimon Peres va jouer un rôle de premier plan dans cette campagne électorale, pas en tant que chef de parti, pas en tant que candidat au poste de Premier ministre, parce qu'il est tout de même trop âgé, mais tout de même un rôle de premier plan, un rôle de vieux sage, de ce que l'on appelle le camp de la paix ou celui du centre et de la gauche. Comment expliquer, Dror, aujourd'hui qu'il n'y a pas plus vraiment de leader du camp de la paix, que la gauche a quand même du mal à relever la tête après toutes ces années? Oui, écoutez, Yitzhak Rabin est associé aux accords d'Oslo, les accords d'Oslo ont déçu, et les Israéliens ont le sentiment qu'à 2 reprises, après le mandat d'Yitzhak Rabin, à 2 reprises, les dirigeants israéliens ont présenté aux Palestiniens toutes les concessions qu'ils pouvaient imaginer. C'était le cas avec Ehud Barak, c'était le cas davantage encore avec Ehud Olmert, et que ces dirigeants israéliens se sont vus opposer une fin de non-recevoir de la part des Palestiniens. Pire que ça, même, après Barak, on a eu une campagne d'attentats, c'était la seconde intifada, une campagne d'attentats absolument sanglante. Donc les Israéliens, dans leur majorité aujourd'hui, sont très sceptiques. Ils ne sont pas tout à fait acquis aux thèses de la droite la plus radicale, mais ils se sont très nettement éloignés de celle de la gauche ou de celle du centre. En majorité, ils ont l'impression que les Palestiniens ne sont pas prêts, eux, à faire les concessions qui s'imposent de leur côté, notamment le renoncement au droit au retour des réfugiés. Vous direz que les Israéliens ont perdu confiance en la classe politique aujourd'hui? On perd de confiance en la classe politique, c'est incontestable. Même Benjamin Netanyahou, qui est au-delà de tous les autres candidats dans les sondages, lorsqu'on pose la question des capacités des uns et des autres à exercer les fonctions de Premier ministre, eh bien même Benjamin Netanyahou n'est pas si populaire que ça. D'ailleurs, sa popularité ne cesse de baisser ces derniers temps. Mais dans le camp de la gauche ou du centre, eh bien, on n'assiste pas à l'émergence d'un nouveau leader, d'une nouvelle figure charismatique qui pourrait exprimer le discours ou les valeurs qui sont celles de d'un Shimon Peres ou d'un Yuval Rabin, d'une manière qui soit plus audible pour les Israéliens. Parce que ce que vient de dire Shimon Peres, en gros, c'est ce que le camp de la paix dit depuis les accords d'Oslo, depuis plus de 20 ans déjà, et on a l'impression que cette même gauche israélienne n'a pas changé son discours, ne s'est pas adapté aux nouvelles réalités. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles elle est dans une si mauvaise passe. Et puis un dernier mot sur le caractère un petit peu moribond de la gauche israélienne aujourd'hui. Samedi soir, il y avait effectivement assez peu de monde. Mais le problème n'est pas un problème de quantité, c'est aussi un problème, si vous voulez, de catégorisation sociologique ou démographique. Qui descend dans les rues pour commémorer la mort de Rabin? Eh bien, ni les Arabes israéliens, ni les russophones, ni le petit peuple des villes de développement et des quartiers pauvres, ni bien évidemment les communautés religieuses, quelle que soit leur affiliation. C'est toujours, pour aller vite, la bonne bourgeoisie occidentalisée. C'était quand même un événement qui faisait plutôt consensus dans la société israélienne, justement. 19 ans après la mort d'Yitzhak Rabin, la question de la violence politique est un sujet encore extrêmement présent en Israël. Effectivement, alors on a beaucoup parlé de cette question-là pendant l'opération de bordure protectrice, où on avait l'impression, à tort ou à raison, que l'intolérance et la violence politique régnaient dans les rues et puis aussi sur les réseaux sociaux. Alors c'est en partie vrai, mais rien de comparable, Éléonore, avec le climat qui régnait quelques mois avant l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Ce climat qui a sans doute mené à cette fin tragique et à l'assassinat pour la première fois dans l'histoire d'Israël d'un Premier ministre. Le traumatisme est toujours là. Reuven Rivlin, qui va prendre la parole samedi soir au cours de ce deuxième rassemblement, en a parlé au cours de son dernier discours à la Knesset. L'actuel président de l'État, il s'est vu affublé d'un kéfier sur les réseaux sociaux. Des militants d'extrême droite ont diffusé une photo de Reuven Rivlin affublé d'un kéfier palestinien. Pourquoi? Parce qu'il avait rendu hommage tout simplement aux victimes du massacre de Kfar Qassem en se rendant dans ce village arabe. Donc violence politique, intolérance, oui, toujours. Davantage qu'il y a 20 ans, peu de temps avant la mort et l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Personnellement, je ne le pense pas, mais cette violence politique, elle doit
être toujours à l'esprit des dirigeants israéliens pour bien évidemment pour qu'ils luttent contre elle et à l'esprit aussi de ceux qui veulent lutter pour une relance du processus. Merci beaucoup, Dror Even Sapir. Justement, il y a quelques semaines encore, la violence était présente en Israël, mais au sud cette fois, bombardée en permanence par des tirs de mortier et de roquettes. Nos reporters ont suivi plusieurs familles dans ces villages du sud, des villages agricoles appelés Moshavim ou Kibbutzim, situés tout près de Gaza. En première ligne, on regarde tout de suite cet extrait du reportage signé Fleur Citruc et Serge Dumont. Sur la civière, Yann Berman, il fêtait avec sa femme le 3e anniversaire de leur fils dans la crèche du kibbutz Nir Oz quand ils ont été surpris par une salve de 12 mortiers. Nous sommes le 21 août 2014. C'est la première fois depuis le début de l'opération Bordure Protectrice que les localités près de Gaza sont visées par des charges aussi puissantes. Un mortier qui tombe, un mortier c'est le sol qui tremble, c'est un bruit lourd et intense qui t'as tes tripes qui tremblent. C'est difficile à s'imaginer, quoi. J'espère que personne ne vivra ça. Yann met rapidement les enfants à l'abri et les protège de son corps. Il est alors touché par un éclat d'obus qui le blesse gravement sous les yeux de sa femme et de son fils. Orly est à la tête de l'équipe de gestion de crise du Moshav Yevoul, situé à la frontière avec l'Égypte et Gaza. Elle veille bénévolement à la sécurité et au bien-être des habitants de ce village. Cette mère de famille a encore beaucoup de travail, malgré la trêve conclue fin août entre Israël et le Hamas. C'était vraiment le désert dans le désert. Là, les familles elles sont revenues. Les enfants sont retournés à l'école. Les parents sont retournés travailler. Mais les gens, ils ont encore assez de difficultés à récupérer. Ils sont très touchés mentalement. Malgré les dangers et l'incertitude, des familles continuent de venir s'installer dans les localités du Sud. Tal travaille dans le high-tech, Ifat est infirmière. Ils sont arrivés il y a quelques semaines au kibbutz Nirim. Nous sommes venus ici parce que la qualité de la vie est bien meilleure qu'en ville. Il y a des espaces ouverts où les enfants peuvent jouer librement sans que nous ne devions les surveiller. Tout est proche, de la maison à la crèche. Nous récupérons nos 2 petits-enfants en 7 minutes. Le plus grand rentre déjà tout seul. C'est comment la vie au kibbutz? C'est super. Les premiers jours ont été difficiles. Tal et sa famille ont emménagé sous les tirs de mortier. Un éclat d'obus a même traversé la porte d'entrée pour s'enfoncer dans le mur du salon. Par chance, ils étaient absents. C'est arrivé plusieurs fois que, le temps que l'alerte se déclenche, il y ait déjà 1 ou 2 obus tombés. Si nos enfants avaient été ici et qu'il y ait eu l'alerte, le temps qu'on se lève, 1, 2, l'éclat aurait traversé notre corps. Pour échapper au danger, des habitants ont choisi... Alors j'accueille sur ce plateau Avraham Bourg, ancien président de la Knesset, du Parlement israélien, ancien député travailliste et également ancien président de l'Agence juive. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie des 550 personnes qui ont signé cette pétition destinée aux députés espagnols et dans laquelle vous demandez la reconnaissance d'un État palestinien aux côtés d'un État israélien et à partir des frontières de 67, à quelques jours d'un débat au Parlement espagnol justement autour de cette question. Alors d'abord, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir avec cette lettre ? Vous répondre avec un sourire, il faut que le Premier ministre Netanyahou, et le Premier ministre Netanyahou a dit qu'il est pour 2 États au discours de Bar-Ilan. Mais puisque un sourire, c'est pas vraiment indispensable, et bien je dirais que la réalité entre le fleuve du Jourdain et la mer, il y a un monopole nous avons un monopole sur la force, sur le territoire, sur la liberté, nous Israël. Et les Palestiniens n'ont presque rien. Et le passage d'une situation où un côté a tout et l'autre n'a rien, à une situation où un côté a un État formel et peut nous faire revenir à une situation bilatérale acceptable. Et est-ce que vous pensez que c'est par ce moyen
Pardon? Encore une fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que c'est par ce moyen de pression sur les Israéliens qu'on va réussir à changer les choses? Cette question existe toujours et nous avons l'impression qu'Israël se tient seul. Mais non, Israël ne se tient pas seul. L'Allemagne nous vend des sous-marins, les Américains nous aident financièrement, les Européens aussi. Et si ils nous laissent, eh bien nous tomberons. Nous ne pouvons pas dire au monde et nous dire que nous voulons tout et que nous ne voulons rien. Ce n'est pas possible. Le conflit israélo-palestinien est un conflit global dans lequel beaucoup d'acteurs participent. Nous, mais aussi des acteurs régionaux, les pays arabes, et aussi l'Europe, et les pays du monde. Et en tant qu'Israélien, je veux que le monde sache qu'en Israël, nous ne sommes pas la majorité au Parlement, mais il faut qu'ils sachent qu'il y a aussi des idées, les idées que nous défendons en Israël. Quand on vous entend, on a l'impression que la faute revient exclusivement aux Israéliens. Donc vous considérez que les Palestiniens ont fait ce qu'ils devaient faire pour arriver à la paix? Cette question est très bonne. Mais elle n'est pas juste. Parce que la meilleure des choses à faire, c'est de dire, voilà, de s'accuser, Mahmoud a dit ça, mais nous sommes spécialistes dans ce genre de conflit. Mais la plus grande question est-ce qu'il y a une égalité entre les partis en présence? Vous me demandez comme si c'était 50%, 50-50. Mais toute la responsabilité, il n'y a pas de 50%. Israël est à 100% le monopole de la force, 100% le monopole des ressources naturelles, du territoire, du droit, de la justice, de l'économie, de l'eau, de l'air, du téléphone. Nous avons 100% de la force, de la puissance. Et ce n'est pas donc une discussion de 50-50. Et moi, en tant qu'Israélien, ce qui m'intéresse, c'est de parvenir à une situation où il y ait une discussion entre égaux et pas entre inégaux. Merci beaucoup, Abraham Bourg, d'avoir été notre invité sur ce Morning ce matin. Restez avec nous. Dans un instant, on parlera de Fast and Furious 7 avec Laetitia Lorraine. Dernière partie du Morning en compagnie ce matin de Laetitia Lorraine. Bonjour Laetitia. Et de Rudy Saada. Bonjour Rudy. On commence avec vous, Rudy, avec la revue du web. Et ce matin, c'est au Burkina que ça se passe avec un hashtag qui a permis aux internautes, vous allez le voir, de suivre un peu la chute du départ après 27 ans au pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré. Oui, alors c'est comme à chaque fois sur le net qu'on a pu suivre minute après minute les événements qui ont mené Blaise Compaoré à quitter le pouvoir vendredi dernier. Alors on voit par exemple ici la maison de François Compaoré, son frère, une maison saccagée par des manifestants en colère. Et puis c'est même en partie sur son compte Twitter que l'ex-président a officialisé son départ avec ce tweet que voici. Pour ma part, je pense avoir accompli mon devoir et ayant pour seul souci l'intérieur supérieur de la nation, avec au passage une coquille car je pense qu'il voulait parler de l'intérêt supérieur de la nation. Mais voilà. Ce qui a intrigué les observateurs d'Internet et les internautes eux-mêmes, c'est tout ce flux d'informations en fait sur la crise au Burkina était accompagné d'un mystérieux hashtag, le mot-clé Liwi. Liwi, alors la réponse c'est l'hebdomadaire Jeune Afrique qui nous la donne. Liwi, eh bien c'est ça. Ça renvoie à un pagne, un motif national sur le Liwi Pendé. C'est une colombe. Non, alors voilà, c'est en fait un oiseau qui est l'un des principales, ça veut dire oiseau en fait en moré, qui est la principale langue du pays. Effectivement, ça ressemble à une colombe. Et en fait, ce mystérieux mot-clé est un hommage en fait à l'oiseau Twitter, mais en version burkinabèse. Alors, pour continuer, puisque certains appellent déjà le premier épisode du printemps africain, il ne vous reste plus qu'à suivre donc le mot-clé Willy. Absolument. Willy. Allez, on part maintenant en Égypte où une vidéo pourtant assez prude d'un mariage homosexuel a coûté 3 ans de prison à 8 hommes ayant célébré ce mariage. Oui, alors tout part d'une vidéo postée qui peut nous paraître anodine sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter. Cette vidéo qui semble-t-il a été tournée sur un bateau au Caire. On y voit un couple d'homosexuels en train de célébrer leur union entourés de quelques amis. Alors on les voit échanger les alliances dans une ambiance plutôt bonne
d'enfants, on entend les Les you-you. you-you derrière. Absolument. Alors l'histoire aurait pu être sympathique et symbole de liberté si les 8 personnes présentes sur ce film et donc à la cérémonie n'avaient pas été condamnées à de la prison ferme. Alors officiellement, ils sont poursuivis pour incitation à la débauche et outrage à la morale publique, mais le tribunal n'a retenu que le chef d'inculpation de publication d'images indécentes. Mais alors, est-ce que l'homosexualité en Égypte est considérée comme un crime? Non, absolument Même pas. pas. Elle n'est pas punie pénalement, même si Donc. c'est considéré comme une déviance par l'islam. Mais cela dit, le site France TV Info nous rappelle que selon un sondage qui date de 2013, seulement 3% des Égyptiens estiment que la société devrait accepter l'homosexualité. Et surtout, ce n'est pas la première fois que des personnes seront arrêtées pour avoir participé à des réunions ou des fêtes réunissant des homosexuels, comme en 2001 où 52 personnes avaient été arrêtées pour justement cette même débauche. Alors Rudy, vous nous parliez il y a une semaine de manifestations monstres en Hongrie contre une taxe Internet. Eh bien, une fois n'est pas coutume, ces manifestations ont porté leurs fruits. Oui, il y a eu rétro-pédalage. On a appris ce week-end que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé que le projet de taxe sur le trafic, vous vous souvenez de ces images assez impressionnantes qui venaient donc de Budapest, le président a dit que la taxe sur le trafic des données Internet ne peut pas être adoptée sur sa forme actuelle. Son application a été reportée. La loi va être rediscutée en janvier. Pour rappel, la loi devait taxer les internautes à hauteur de 50 centimes par gigaoctet, ce qui était énorme. Et donc devant le tollé de la rue et une manifestation monstre, il a donc cédé à une opinion publique, à une opinion aussi internationale qui parlait aussi d'une loi liberticide au-delà même. C'est vraiment ces mobilisations qui ont poussé Oui, le il y a gouvernement une pression à de stopper la rue, une cote de la loi. popularité qui a chuté, donc il a préféré botter en touche au lieu de faire passer cette réforme qui allait rapporter beaucoup d'argent. Alors on va parler d'une belle histoire de solidarité qui concerne Dr Maboul. Oui, Dr Maboul, ou plutôt son créateur, John Spinello, il y a 50 ans, il avait inventé ce jeu auquel des générations d'enfants ont joué en apprenant en même temps le corps humain, donc ce fameux Dr Maboul. Alors 50 ans plus tard, John Spinello doit lui-même subir une opération médicale assez coûteuse et il n'en a pas les moyens. Pourquoi il n'en a pas les moyens? Eh bien parce que on pourrait penser qu'il a dû amasser un petit pactole en inventant le jeu. Eh bien non, car il a eu la mauvaise idée il y a 50 ans de vendre le brevet et le concept de ce jeu pour seulement $500. Il n'a donc pas pu profiter de la fortune qui a été générée par son invention. Et donc le sachant dans une situation délicate, les fans du Dr Maboul, car ça existe, ont fait appel à la générosité des internautes et ont lancé un appel au financement de son opération sur la plateforme de financement participatif CrowdRise. Il y a bientôt 35 000 $. Il y a besoin de $35 000 et nous sommes à plus de $25 000 ce matin avec une petite addition de dons de 10 à $25. Donc l'opération du Dr Maboul va donc bientôt avoir lieu, sûrement grâce à la générosité des internautes. Des fans très généreux du Dr Maboul. Seulement $10 et voilà. Ouais. Ça l'a aidé. On termine avec une personnalité politique qui a désormais sa propre émoticône. Oui, alors on connaît tous les fameux émoticônes ou les smileys qu'on utilise sur Internet et qui donnent l'humeur d'un message sur net. Eh bien, voilà, je vais vous présenter un tout nouvel émoticône qui est le... Alors ça, ce sont les émoticônes. Tout premier émoticône, premier du genre, car il représente une personnalité politique. C'est déjà écrit. Donc voilà, Angela Merkel. Il s'appelle le Merkel Rose, c'est-à-dire le losange de Merkel. En fait, c'était le symbole de sa campagne de 2013 où elle avait cette les pose. mains en losange. Et voilà, et le symbole, c'était l'Allemagne entre de bonnes mains. Et donc ses mains et sa posture sont devenues tellement célèbres que c'est désormais un smiley officiel avec donc cette fameuse parenthèse. Donc je propose aux internautes qui regardent le Morning un concours de création d'émoticônes. Chacun des membres de l'équipe, voilà, c'est ouvert. Vous pouvez poster ça sur mon compte Twitter. Concours d'émoticônes. Très bien, merci beaucoup Rudy Saada. Sans transition, le gin and drink, c'est un alcool peu commun, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à base de rose et de concombre, mais la marque développe depuis quelques années un univers un peu insolite et hors du temps autour de cet alcool dont l'origine est écossaise. David Piper est l'ambassadeur de cette marque et voyage souvent à travers le monde en quête de nouvelles saveurs. C'est un portrait signé Lorraine Tolida. Well, I'm David Piper, and I'm the global ambassador for Hendrick's Gin. I came to the spirits industry and the alcohol industry, the world of bars and cocktails and spirits through quite funny and circuitous snake-like route from starting out as an artist, as an art student, through little bits of architecture,
I used to organize parties and nightlife, but then I've always performed. The first things I did for Hendrix was in 2003, when it was just starting in England. It was very tiny. And as Hendrix grew and spread, I started doing more and more work with them. Personally, I've always been bored with normal life, mundane life, and I've always looked for ways to make it more interesting, weirder. Sometimes that means a little bit scarier, but just for the fun of kind of the jump, but also it means making it more beautiful. And part of that is searching the world for flavors and combining all these things in a bottle where we have many stories to tell, and it's about giving people the best time possible in their mouths, but also in their imaginations, and sort of making the world less normal and less mundane and more interesting. So a lot of my job is to talk around the world and tell stories about gin and Hendrix and cucumbers, and my trip in search of new botanicals to the Venezuelan rainforest, where the Indians we stayed with make their own alcohol, and for them they also use it in a very formal, ritual, ceremonial way to tell stories. It's lovely to find that. It was a trip to expand our senses of taste and to see if we could find something that would work with Hendrix would be perfect. We found all sorts of things. I mean, every day the Indians would take us to different parts of the jungle. It's one of the most biodiverse regions on the planet. There are flavors there that nobody from the West has ever experienced, that you can't describe. We did find one plant which was amazing, and the instant we smelt it, it just worked on so many levels. They call it scorpion's tail because part of the plant flips round like the tail of a scorpion. And the minute we tasted it, we thought this might work. I think the environment you're in has a huge amount of effect on your sense of taste. I have many passions, but I think my main one is nonsense. It could mean a little bit silly things, but also surrealism. In all my different projects, I'm trying to bring them together and trying to help people sort of access their imagination and the magic side of the world a little bit more. If there's one thing I can add, it's cucumber, cucumber, cucumber. Voilà pour ces très belles images tournées par Laurent Tolila. On ouvre une page cinéma avec vous, Laetitia Loreni, et on va parler du conflit syrien au cinéma qui donne une image complètement différente de celle que l'on peut voir dans la presse. Alors tout à fait, il faut savoir que déjà on est très influencé par la manière dont le cinéma traite les conflits armés. On l'a vu pour la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu pour la Première Guerre mondiale, la manière dont le cinéma américain lui traitait les conflits. Ça nous a influencé, nous, en tant que jeune génération, mais aussi bien les générations au-dessus, c'est un petit peu dans l'inconscient collectif. Et bien là, la Syrie commence à être traitée au cinéma par des réalisateurs syriens. Alors on est bien évidemment très loin de Il faut sauver le soldat Ryan avec des acteurs hollywoodiens, etc. Là on est plus pour l'instant dans le documentaire. On a vu à Cannes déjà cette année un moment assez émouvant avec la projection de Eau argentée, l'autoportrait de la Syrie. Ça va très bientôt sortir en salle, en France en tout cas le 17 décembre, et donc ça a marqué Cannes cette année, puisque c'est l'un des premiers témoignages cinématographiques au cœur de Homs. On suivait en fait l'histoire on suivait cette réalisatrice qui a réussi à filmer ce qui l'entourait. Cette réalisatrice s'appelle Wayam Simav Bedirksan, et en fait ce qui était assez émouvant dans cette histoire, c'est qu'elle filmait depuis Homs mais ne pouvait évidemment pas monter ses images, et elle s'est fait remarquer sur Facebook par Osama Mohamed, qui lui était un cinéaste et qui voyait toutes ces images postées sur YouTube, postées sur Facebook, et qui s'est dit, à travers ces images, je vois un œil d'auteur, je vois des artistes. Alors, quelle différence justement entre un rapport journalistique et le côté plus artistique? C'est le choix des images, c'est l'écriture? Alors c'est évidemment l'écriture, une trame, c'est-à-dire que lui, elle s'est chargée,
elle s'est chargée de faire ses plans, certainement avec aussi un angle, avec une idée journalistique, c'est-à-dire elle avait pour but de montrer ces images au reste du monde, et lui a vu dans ces images, puisqu'il y en avait beaucoup des images envoyées sur YouTube et sur Facebook, enfin à travers les réseaux sociaux en règle générale, mais à travers les images de cette femme et à travers cette histoire, puisqu'il l'a découverte sur Facebook, ils se sont jamais vus à cette époque-là, mais à travers ces images, il a vu un œil artistique, un œil d'auteur, et a décidé d'en faire un film. Vous avez un son du réalisateur, je crois. Alors on a justement, je vous disais tout à l'heure, il y a une grande influence du cinéma sur la manière dont on voit le conflit armé, et justement le réalisateur a réagi dans une interview, c'était justement à Cannes. À un moment, j'ai bien cru que j'étais un type courageux, un défenseur de la vérité, des droits de l'homme. Mais je me battais depuis ma petite chambre de la Cité des Arts à Paris. Donc j'avais vraiment besoin de retourner en Syrie. Et puis on parle à présent d'une bande-annonce extrêmement attendue, c'est celle de Fast and Furious 7, un an presque jour pour jour après la mort de son acteur principal, de Paul Walker. De Paul Walker, qui était mort dans un accident de voiture, ironiquement. Donc tous les fans attendaient cette bande-annonce. Il y a eu beaucoup de fausses bandes-annonces qui ont été faites sur Internet. Et bien, elle est enfin sortie. Ça s'appelle pas Fast and Furious. Ils ont coupé le fast, le rapide du titre, en mémoire de Paul Walker, on l'imagine. Ça s'appelle Furious 7. La bande-annonce, elle est coup de poing. Justin, you didn't think it could get any better, huh? Here we go. Hell yeah! Oh, hook him up. You're up! I'm gonna get you out of here. You're gonna have to jump! Voilà pour cet extrait de la bande-annonce, on voit beaucoup Paul Walker. Voilà, on voit beaucoup Paul Walker, et la bande-annonce se finit sur Vin Diesel qui dit je n'ai pas d'amis, je n'ai que de la famille, et là on voit Il paraît que ses frères aussi, les frères de Paul Walker ont joué quelques scènes dans la bande-annonce, peut-être dans le film justement. En fait, tous les plans qui manquaient, parce que Paul Walker, quand il est mort, on est en plein tournage de Furious 7, mais il avait fait pratiquement toutes ces scènes. Il manquait juste des plans de coupe, des plans certainement enfin aussi des scènes où c'était l'acteur d'en face qui parlait, donc il manquait des contre-champs, et pour ça ils ont utilisé les frères de Paul Walker aussi pour certaines cascades où il fallait en fait des profils particuliers qui ressemblaient à ceux de Paul Walker pour pouvoir finir le film, et bien évidemment aussi la technologie, puisqu'ils ont utilisé des effets spéciaux. En tout cas, les réalisateurs ont réussi leur pari et ont rendu hommage à cet acteur mort. Donc, je vais vous dire, il me donne envie celui-là. Ouais. Pas les autres, mais celui-là. Celui-là, il me donne. Oui, j'ai l'impression qu'il va avoir un grand succès. Merci beaucoup Laetitia Loreni, merci à Rudy Saada d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même endroit, pour un tout nouveau morning. En attendant, restez avec nous. Plus d'infos à suivre, toujours sur i24 News.